axé sur ce thème de la danse. Donc je commencerai par vous parler de Clara Biermann. J'en parlerai très rapidement. Elle est doctorante en ethnomusicologie à Paris-Ouest Nanterre. Elle appartient à la fois au laboratoire du CREM, donc Centre de recherche et d'études ethnomusicologiques, et à la Casa de Velázquez. Donc on va l'écouter sur un texte intitulé « Tout ce que fait Chabela, c'est traditionnel ». Il a changé le titre. Et le titre a changé, voilà, donc il s'appelle comme ça maintenant. Je suis une très mauvaise présentatrice. Non, c'est ma faute, j'ai pas prévenu. Danser les orishas, enjeu politique d'une création chorégraphique dans le candomblé afro-uruguayen. Clara, c'est à toi. Merci. Donc, je vais vous présenter un des aspects de ma recherche doctorale qui a beaucoup profité donc, des thématiques de l'ANR Global Muse. Je vais demander à mes camarades de feindre l'étonnement, ceux qui ont travaillé pendant 4 ans avec moi, avec nous, et essayer quand même de leur dire des choses nouvelles, même si ça va être un peu difficile, puisque c'est donc un moment de bilan, de recherche, et peut-être à la fin, je vais essayer de reprendre un peu ce qui a été dit par Nadine et les discussions pour avancer un peu là-dedans. Donc d'abord, quelques points de contexte. Dans l'imaginaire national, l'Uruguay a longtemps été un pays considéré comme blanc, peuplé par les vagues de migrants européens venus faire l'Amérique au 19e et au 20e siècle, ce alors que Montevideo, donc la capitale de l'Uruguay, a été l'une des entrées, une entrée très importante de la traite esclavagiste transatlantique. Aujourd'hui, ceux qui sont socialement catégorisés comme los negros, les noirs, représentent environ 8% de la population totale. Et on est donc dans un pays qui est marqué par un contexte historique de l'esclavage et une idéologie nationale européocentriste. Et donc dans ce contexte-là, les pratiques expressives des Afro-Uruguayens ont successivement donc été interdites par les autorités, tolérées puis méprisées. Je passe évidemment très vite là-dessus. Or, depuis une trentaine d'années, la pratique de candombe a connu une expansion fulgurante, en dehors donc, de son milieu social d'origine. Et pour preuve, en 2006, il a été déclaré patrimoine national uruguayen et patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2009. Mais c'est plus particulièrement les jeux des tambours qui ont été patrimonialisés, je le dis, puisqu'on va aujourd'hui parler de la danse et que la danse n'a pas été particulièrement patrimonialisée. Je vais m'en expliquer. Et donc cette vague de patrimoine dont on est tous familiers, c'est fait dans un contexte global qui est marqué par des politiques de visibilisation et de défense des droits des communautés à la fois indigènes et afrodescendantes, recommandées par les instances internationales aux pays latino-américains. Donc le contexte contemporain, très rapidement, est marqué par une tension entre appropriation nationale d'un côté, du jeu des tambours de candombe, de la danse, etc., et un mouvement de réappropriation communautaire qui s'articule autour de discours et de pratiques qui mobilisent le registre de l'africanité et le registre du religieux qui sont en fait extrêmement liés. Donc le terme candombe désigne différentes réalités et musicales et dansées qui sont pratiquées dans différents espaces performatifs tels que le carnaval, des scènes de concerts, des pratiques dans la rue. Mais ce ne sont pas des espaces à proprement parler, donc ce ne sont pas des espaces religieux, même si candombe, candomblé sont des termes étymologiquement très proches. On parle bien d'une pratique en fait qui s'est sécularisée au XIXe siècle et qui est vraiment liée à des pratiques de carnaval, de fêtes, de concerts, etc. Je vais parler dans cette présentation que du candombe quand il est joué sous forme de llamada, littéralement appel, qui sont des sorties collectives de tambours, donc parfois plus d'une trentaine de tambours, sous forme de défilés, accompagnés par des groupes de danseurs. À partir du mois de novembre à Montevideo, les groupes qui sont appelés comparsas sortent dans les rues pour répéter, pour défiler, et ils se préparent en fait au défilé officiel qui s'appelle le défilé Llamadas, qui a lieu début février dans les quartiers historiques noirs de Montevideo. Donc le groupe qui est au cœur de ma recherche doctorale est l'un des groupes les plus importants de ce mouvement à la fois politique et esthétique de réappropriation communautaire. Il s'appelle Afrogama et il comprend à la fois un chœur et un groupe de danse. Et il est entièrement composé de femmes. Il a été créé en 1995 dans l'association militante noire la plus importante des années 90 en Uruguay qui s'appelle Mundo Afro, par Chabela Ramirez, que vous voyez
peut-être pas si bien, mais qui est la soliste, la directrice du chœur. Une figure, pour reprendre les termes bien connus de notre ANR, du candombe, à la fois chanteuse, chorégraphe, bien qu'elle ne se définisse pas comme telle, et activiste, à la fois féministe et activiste noire. Donc la directrice, Chavela Ramirez, ainsi que la plupart des femmes du groupe, pratiquent ce qu'on désigne en Uruguay comme les religiones afros, qui sont l'Umbanda et le Batuque, religions donc d'origine africaine, qui sont des cultes syncrétiques aux orishas. Et ces religions se sont diffusées en Uruguay depuis le Brésil dans les années 50, et elles font aujourd'hui partie de la culture populaire locale. L'une des caractéristiques que je vais développer du groupe Afrogama, notamment dans ses pratiques de danse, puisque je vais parler aujourd'hui des pratiques de danse, même si évidemment je travaille, et dans l'ANR on a toujours travaillé les deux. L'une des caractéristiques les plus importantes des pratiques chorégraphiques d'Afrogama, c'est leur volonté de sémantiser le candombe par le chant de ces religions afro. Donc je vais présenter très rapidement quelques danses qui sont effectuées lors des llamadas, donc sur le rythme joué par les tambours de candombe, qui lui-même s'appelle candombe, c'est un peu un mot total. Et la danse qui est effectuée sur cette musique-là est aussi appelée le candombe, même si on peut différencier différents personnages, notamment dans ces danses, que ce petit film va vous présenter rapidement. Vous allez voir successivement des gramilleros et mamaviejas, qui sont considérés comme des personnages typiques du candombe. J'utilise le terme local, personajes típicos. Ensuite, vous allez voir un tout petit bout des bailarinas, des danseuses, et de la super danseuse qui sont les vedettes. Et enfin, vous allez voir quelques extraits des danses effectuées par Afrogama, et je vais les détailler plus tard. Est-ce qu'il y a du son ?
Donc en fait, les différents danseurs que vous avez vus partagent le même espace de danse, c'est-à-dire qu'ils font tous partie du même groupe, sauf que dans l'ordre du défilé, les vedettes sont plus près des tambours, ensuite vous avez les danseuses, et ensuite vous avez le groupe Aflogama qui défile devant et qui parfois n'entend même pas les tambours sur lesquels ils dansent, je peux vous le confirmer. Et donc vous voyez un peu le contraste. Le groupe Afrogama danse donc vêtu de larges tuniques inspirées d'Afrique occidentale, qui ont été vues sur des vidéos dans les années 90 dans cette association Mundo Afro, et qui sont faites chaque année aux couleurs de l'orisha régnant dans le calendrier religieux. Donc cette année-là, c'était Yemanja, la déesse des eaux salées, ce qui explique le bleu des tuniques. Et les chorégraphies d'Afrogama sont elles-mêmes inspirées des orishas et sont effectuées, je cite Chavela, pour donner une autre image de la femme noire uruguayenne et pour connecter le candombe au religieux. Donc, vous présentez un peu les autres danseuses et les autres figures de danseuses dans le cortège. Ça permet très rapidement de vous expliquer que le choix qui a été fait, c'est une alternative, une forme de voie de traverse entre les deux figures féminines que la Mama Vieja d'un côté et que la vedette représente, qui sont des personnages construits évidemment historiquement et chargés de signification et de valeurs sociales qui sont extrêmement particulières. Très rapidement, la Mama Vieja et la vedette concentrent des polarités qui sont presque a priori contradictoires. Chacun des personnages, la Mama Vieja qui représente en fait l'esclave ou la domestique au corps fatigué, mais en fait c'est une danse extrêmement vigoureuse donc qui déjoue ce corps d'esclave, qui s'évente comme les maîtresses blanches avec l'éventail qui est une de ses attributs le plus important. Et la vedette, femme noire, figure de femme noire exploitée, prostituée aussi, mais à ce moment-là, dominante, guerrière et reine évidemment du défilé, puisque c'est la plus puissante des femmes à ce moment-là dans la performance. Donc on mesure une forme de rupture. Les femmes d'Afrogama, elles n'ont pas choisi de réinterpréter ces personnages. Elles s'en défendent même en disant « nous ne sommes pas des Mama Vieja et nous ne sommes pas des vedettes ». Elles forment un bloc de danseuses vêtues des pieds à la tête, ce qui n'est pas rien dans le candombe, de manière identique. Et elles sont en formation en bloc de lignes de 4 ou 5 danseuses, avec Chavela en guide de danse, tout comme elle est guide de chant dans la photo que vous avez vue précédemment. Donc, quand on procède à l'analyse du répertoire chorégraphique, on peut différencier plusieurs unités de gestes formant des passos, des pas, comme elles les appellent. On a des variations autour du paso candombe, qui est en fait le pas que dansent les bailarinas et la vedette, mais que les femmes d'Afrogama ont choisi d'interpréter de manière extrêmement collective. C'est le deuxième pas que vous avez vu, fait en ligne, ensemble, avec des rotations sur elles-mêmes, qui permettent de dessiner une image générale, beaucoup plus qu'une image, qu'une expressivité individuelle, comme on a vu pour les danseuses ou pour la vedette portée à son paroxysme. Il y a aussi des pas qui sont inventés pour représenter des messages sociaux par la figuration de situations réelles, notamment sur la place de la femme et la lutte sociale. Donc le pas que vous avez vu au début qui s'appelle « Je rame », en fait, donc qui figure le travail. Il y a aussi des pas sur l'accouchement, enfin, sur des étapes comme ça du travail, de la place de la femme qui sont importants. Et enfin, ces représentations dansées des orishas, qui diffèrent en fait selon les pas, qui sont soit des représentations de l'élément naturel que l'orisha représente lui-même. Donc on a celui que vous voyez, c'est Yemanja qui représente la vague, donc l'eau salée. Il y a aussi un pas qui s'appelle le fleuve pour représenter Oshum, qui est l'orisha des eaux douces. Ou alors des pas qui représentent des caractéristiques de la personnalité des orishas, que je n'ai pas vraiment le temps de montrer ici. On a une logique qui correspond au rituel, c'est-à-dire une logique de représentation de l'orisha et de l'incorporation, mais on n'est pas, évidemment, là il n'y a pas de possession à proprement dit. Vous avez aussi remarqué dans le dernier extrait la présence des orishas eux-mêmes, si je puis dire, c'est-à-dire des initiés, donc soit de Umbanda ou de Batuque, qui viennent danser leur orisha, puisque dans ces religions, à l'initiation, vous est attribué
un saint dont vous êtes le fils ou la fille. Donc les fils d'Oshala viennent habiller d'Oshala et le dansent à ce moment-là. Donc encore une fois, il y a une situation un peu liminaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le rituel, ça ne ressemble pas à ce qui se fait dans les batuques, dans les cérémonies religieuses, mais on considère quand même que les orishas sont là à ce moment-là et dansés par les femmes d'Afrogama et directement représentés par leurs fils et leurs filles. Donc du point de vue chorégraphique, on est face à un dispositif de danse qui met en relief avant tout l'idée d'un collectif organisé, et je passe très vite. C'est un groupe structuré, en ligne, en bloc, en troupe, en corps de danseurs, avec des costumes identiques. On a la présence d'une hiérarchie interne pour organiser la danse. Là, en l'occurrence, c'est Chavela Ramirez qui est chef de danse, et à l'intérieur du groupe, vous avez des sous-chefs, en fait, des gens qui répercutent le pas qui est chanté, qui est donné par Chavela, puisque il y a beaucoup de bruit, et puis c'est très long, en fait, c'est un espace très grand, il faut imaginer. Donc on a des petits chefs, des sous-chefs de danse. Et l'idée, évidemment, c'est d'arriver à une unisson gestuelle, c'est ça qui est recherché, d'où la présence d'un guide de danse et puis de sous-guides de danse, faire le même type de mouvement de la manière la plus semblable possible au même moment. On retrouve un peu ces logiques dans les corps de danseuses, de bailarinas, mais il y a beaucoup plus d'expressivité individuelle permise et promise aux danseuses, et à la vedette évidemment encore plus, que dans le groupe Afrogama, où l'idée c'est d'être pareil et de danser pareil. On a un type aussi particulier de découpage de la danse dans des unités qui constituent des pas, donc des enchaînements de plusieurs gestes qui forment une unité cohérente, et ces pas ont des noms, donc soit ceux des orishas, soit de l'action qu'ils figurent, l'accouchement, ramer. Donc on a vraiment une systématisation en fait des pas avec des noms qui sont transmis à la fois à partir du nom des gestes et de ce qu'ils représentent. C'est-à-dire dans les répétitions, il y a énormément de travail sur qu'est-ce qu'on signifie à ce moment-là avec ce pas de danse. Et ça respecte aussi des règles religieuses de chiffres, d'entente entre les orishas, etc. Mais bon, je ne peux pas rentrer dans les détails. Ça produit un type d'émotion, alors évidemment collective, mais vraiment une émotion kinesthésique particulière, encore une fois avec peu d'expressivité individuelle, où le collectif prime absolument et l'expressivité doit être collective, ce qui est très important. Et on a un rapport également très important au figuralisme. Le terme n'est pas toujours heureux, mais en tout cas un figuralisme dansé. On représente des histoires, des situations, des divinités, et en ça finalement ça ne diffère pas tant que ça de la Mama Vieja et de la vedette. En tout cas on retrouve ces logiques. La Mama Vieja elle aussi est une représentation de polarités qui peuvent être contradictoires, mais on retrouve des logiques. La rupture n'est pas totale, en tout cas elle s'inscrit aussi dans une forme de continuité. Alors une autre chose qui est importante, c'est donc évidemment le positionnement d'Afrogama dans le champ social, musical, dansé du candombe en Uruguay. Elle se positionne très clairement, Chavela Ramirez d'autant plus, et donc les femmes d'Afrogama, dans le champ de la tradition, mais surtout de l'authenticité culturelle. C'est le terme qu'elles emploient le plus. Chavela Ramirez parle très peu d'elle comme chorégraphe. Je ne l'ai quasiment jamais entendu utiliser le terme. Les gens l'utilisent en la définissant, mais elle dit non, moi je ne suis pas chorégraphe. Ses sources d'inspiration, pour elle, sont en rapport avec le lien quotidien qu'elle a avec les orishas, c'est-à-dire ce sont les orishas qui lui envoient les pas et la créativité dans le discours de Chavela vient évidemment des divinités. Enfin évidemment, c'est comme ça qu'elle le présente. Et voilà, et on n'est pas du tout en présence, donc là peut-être il y a des discussions à avoir, d'une façon de concevoir l'art chorégraphique ou la création chorégraphique comme un acte créatif innovant et individuel, alors que c'est tout à fait le cas. Moi j'ai assisté depuis 5 ans aux répétitions, et Chavela invente en direct, et puis ça se négocie avec les autres, mais on n'a pas de garantie que quelqu'un lui a envoyé ce pas à danser. En tout cas, sur le moment, c'est une création in vivo très claire. Et voilà, il y a aussi ce lien que vous avez perçu évidemment entre performance artistique, je sais pas, voilà, et performance rituelle qui s'articulent en fait et dans lesquelles elles se situent plus ou moins clairement à des moments, et une revendication très forte d'un héritage de savoirs collectifs considérés comme ancestraux plus que traditionnels, là où ancestral vient parler d'une Afrique évidemment toujours imaginée, désirée, fantasmée et recherchée dans les pratiques qui est très commun
à la diaspora noire américaine. Voilà. Le groupe Afrogamma, c'est véritablement un groupe militant. Donc finalement, c'est une ethnographie particulière, puisque c'est des gens qui ont un discours extrêmement structuré sur les raisons de leurs actions dansées. Et elle parle vraiment d'actions dansées. La création, et elle est mobilisée à des fins très clairement politiques et identitaires. Et le statut de Chavela joue ici un rôle fondamental dans le statut du groupe lui-même. Et c'est aussi quelque chose qu'on a développé dans le travail avec l'ANR autour de la notion de figure. En fait, Chavela, de par sa trajectoire, a une place très particulière dans le champ social dont bénéficie en fait Afrogamma. Et donc tout ce qu'elle fait, c'est traditionnel, ce qui explique le titre d'avant, mais que j'ai changé. Mais on entend beaucoup, de toute façon, tout ce que fait Chavela, c'est traditionnel, elle est légitime à énormément de points de vue. C'est une figure, donc sa création est traditionnelle, en fait, d'emblée. Donc sous la bannière de la tradition, de l'ancestralité, on est face à la création d'un nouveau langage chorégraphique et d'une esthétique qui est singulière. Et c'est une création qui est inspirée par des éléments qui sont a priori exogènes, les tuniques d'Afrique occidentale, les orishas qui sont des divinités africaines plutôt diffusées par le Brésil, mais qui sont vécues localement comme des choses absolument propres, et pas comme des éléments extérieurs, mais comme des éléments absolument endogènes. Danser les orishas dans cet espace performatif du défilé des Jamalas, qui est dense au niveau des gens, de la télévision, c'est vraiment le moment de visibilité qui est très critiqué, en même temps qui est très intense pour la culture noire en Uruguay. C'est évidemment une action pour les femmes d'Afrogamma, politique puissante. Et cette dimension politique, elle est omniprésente. Musique, et là j'articule musique et danse puisqu'elles font la même chose en musique, mais là, musique et danse sont vraiment considérées comme des outils, je les cite, pour resignifier la culture uruguayenne. Donc il y a un lien à la sémantisation et à la volonté de sémantiser et de créer ou de se réapproprier, voilà, avec un lien à l'ancestralité, à l'essentialité de la danse, qui est très très fort dans les discours. Je crois que je dois conclure. Donc peut-être pour conclure, pour revenir sur cette question de comment voilà, l'objet danse a été travaillé et avec les autres. En fait, cette présentation, je pense qu'elle est significative de à quel point je pense que j'aurais pu faire création musicale, création chorégraphique et imaginaires sociaux, puisque ce sont bien des imaginaires sociaux qui sont mis en vibration et mis en corps ici, avec la construction d'une afrodescendance. Mais je pense que ça n'annule pas la spécificité de la danse, ceci dit, je ne détruis pas. Mais en fait, et puis le religieux aussi, enfin, je veux dire, je pense que c'est ça l'intérêt aussi du travail qui a été mené, c'est-à-dire que on sait en plus que présenter les choses, c'est presque artificiel. Ce travail-là, je travaille sur la fabrication musicale aussi, il y a l'élément du religieux, donc c'est très très riche et c'est très frustrant en fait de présenter un petit bout. Mais en tout cas, à partir de ces thématiques, je pense que... Enfin, en tout cas, et je pense que ça dépend des terrains, mais moi sur mon terrain, c'est bon, genre musical et chorégraphique, donc musique et danse sont très liés, mais en plus, les processus de création, la dimension politique, la fabrication musicale extrêmement volontariste à des fins identitaires, elle est musicale et chorégraphique, absolument. Après, chaque matière a ses spécificités. Le sonore et le corps font vibrer aussi des dimensions émotionnelles qui sont particulières. Mais en tout cas, du point de vue des procédés, des processus et des enjeux de la création, et en tout cas, en ce qui concerne mon terrain, et je pense qu'on verra aussi pour celui d'Elina en particulier, que ça marche très bien, musique et danse, là, sont complètement liés, et à la fois les comparer et voir leurs différences, ça permet aussi d'ouvrir à des questionnements un peu plus essentialistes sur la nature politique, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le politique qui prime, la nature politique de ces expressions.